Oui, quelques questions. Donc, effectivement, notre ami Gilles parle des prédateurs, des pumas ou autres, qui sont suceurs de sang, buveurs de sang, d'accord. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, là-dessus parce que c'est un point connu, effectivement, que la plupart des carcasses sont tout à fait exsangues, hein, comme on disait, c'est-à-dire vidées de leur sang. Je me rappelle que l'avoir lu, je crois que c'est dans un rapport qui est aussi rendu par Linda Ho, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui sont répercutés dans des articles, dans plusieurs sites, bien sûr, mais comme quoi certains corps de bovins ou autres, parce comme il y a des chevaux, il y a aussi beaucoup d'espèces animales, je ne vais pas mentionner, je vais pas mentionner des lapins aussi, des moutons, des chiens, des chats, toujours d'espèces. Et par exemple, pour les grands corps, les grandes victimes des bœufs, par exemple, quand ils ont fait l'autopsie analytique, par exemple, le cœur peut être aussi, le cœur lui-même vidé de son sang, est tellement vidé qu'il acquiert une consistance particulière, c'est-à-dire qu'il n'a plus la consistance de l'organe qui distribue le sang, donc qui est toujours gorgé de sang, et je ne sais pas si vous avez lu ces articles, complètement poudreux, enfin un organe comme s'ils avaient été nécrosés depuis des jours ou des mois. Donc là, est-ce qu'on peut dire que vraiment un prédateur aurait pu causer ce dessèchement? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, il est clair que quand il y a des indices comme ça peut être difficilement des prédateurs qui auraient pu causer ça. Et c'est pour ça que très rapidement, ce dossier a eu de l'écho dans les médias du coin, qu'il y a eu des analyses que les fermiers, les scientifiques ont commencé à enquêter. Oui. Je voudrais juste rajouter aussi sur ce que disait Jean tout à l'heure, c'est que par rapport aux cadavres du bétail, du bétail que l'on a retrouvé, pour du moins une mutilation mystérieuse, il faut savoir aussi qu'aucun prédateur ne s'en approche ensuite. On n'a aucune trace d'insectes, on n'a aucune trace effectivement d'autres prédateurs qui sont les loups, les coyotes, etc. Donc ça aussi, c'est versé au dossier mystère des mutilations animales. Voilà. Et je voudrais revenir aussi sur une autre chose, c'est que vous avez parlé tout à l'heure, donc effectivement, de la fameuse vague d'Airship de 1896-1897, avec effectivement un cas qui est indiqué de mutilation animale, qui est effectivement celui d'un bovin qui aurait été élevé dans les airs avec un engin en forme de dirigeable. Il faut savoir qu'on a retrouvé ensuite justement des restes de ce fameux bétail un peu plus loin. On a retrouvé la tête, on a retrouvé la peau et je crois les pattes. Voilà, donc ça c'est intéressant et à vers sur le dossier parce que ça n'a pas commencé en 1967 comme effectivement on a tendance à le croire. Et je vous renvoie aussi au fameux Dracula de Bram Stoker. Puisqu'on parle effectivement de prélèvement de sang, on est tout à fait en ligne du vampire, donc c'est intéressant de se pencher dessus aussi. Et quand on lit Dracula, on s'aperçoit aussi qu'il fait allusion justement à des mutilations de bétail dans la pampa argentinienne, et le bouquin est sorti en 1897, sachant qu'il a mis 7 ans pour l'écrire. Voilà. Pièce de plus au dossier. Tiens, comme on était en train de parler j'essaie de revenir à la carte qu'on voyait des USA, parce que pour la vague des Airship. C'était là, avant. C'était avant. Voilà. Voilà, ok. En fin de compte, Jacques Vallée avait fait une carte des apparitions d'Airship aux États-Unis en 1996-1997. Donc, comme c'est à peu près la même région au Middle West, je l'ai superposée, mais en fin de compte, j'ai rien trouvé de ce côté-là. Parce qu'elle est bien centrée dans le Middle West, mais elle s'oriente plus vers les grands lacs comme ça. Ça fait, on va dire, grosso modo, ça fait à peu près ça. Bon, de toute façon, il y avait peu de chances que les deux événements soient strictement en rapport, mais bon, j'ai vérifié quand même. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. J'ai fouillé un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y a un site français qui s'appelle, je crois, La Touraine Insolite. Merci. Et ils ont beaucoup de. En fait, ils s'aperçoivent qu'il y a eu pas mal aussi de mutilations en France, de moutons, inexpliquées, avec aussi les mêmes parties enlevées. Alors, par contre, au niveau chirurgical, on donnait pas de. Parce que les mutilations américaines, on dit souvent que la découpe est extrêmement fine, comme si c'était fait par un laser. En ce qui concerne les mutilations françaises, je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Mais par contre, ça ressemble énormément. Et apparemment, donc, il y en aurait à peu près autant en France et aux États-Unis, sauf qu'on n'en parle pas.
Il y en a énormément dans les toiles insolites. Mais on en parle peu. Oui. Oui, ce site ufologique de Touraine était très bien documenté parce qu'il mettait des articles venant d'autres pays sur le sujet. Je crois qu'il est inaccessible depuis un petit moment. Pas le site, la page Facebook. Ah bon, voilà, ok, d'accord. En tout cas, oui, il était très bien documenté. Il avait fait des études sur quelques cas français, mais je me suis aperçu d'une chose pour les cas français, parce qu'il y a des sites qui les répertorient, parfois avec des disparitions massives de bovins ou d'ovins, mais dans ce cas-là, c'est mal documenté. C'est-à-dire que j'ai fait les recherches, je voulais trouver des articles de journaux qui en parlent, et je n'ai pas trouvé les sources. D'accord. Enfin, la recherche, il n'y a pas de recherche en France tellement là-dessus, de toute façon. Ah oui, bon. Oui, sur les... un point aussi, un indice que vous signalez. Donc c'est les carcasses qui sont éventuellement projetées depuis l'air, hein, et donc qui se fracassent, les os fracturés, carcasses qui se trouvent sur un pylône électrique. Donc, est-ce que vous savez s'il y a des études, vraiment des études, parce que là vous mentionnez un peu tous les aspects, mais je pense que ce qui est un point important, c'est aussi les études statistiques. Par exemple, vous parlez des États-Unis, je pense que ce serait important que vous nous disiez, par exemple, puisqu'on parle toujours des États-Unis, s'il y a une répartition géographique, comment ça a été analysé, un peu des chiffres également, puisque c'est une étude qui date des années 60. J'ai vu récemment un livre qui a été publié en 1976, des shérifs du Montana, je ne sais pas si vous connaissez, Case Wolverton. Ce sont parmi les premiers chercheurs sur ce sujet. Il y a eu une interview de Richard O'Connor qui les a interviewés il y a quelques années. L'un est décédé. Donc c'est des shérifs qui ont travaillé à la fin des années 60 et leur livre est publié en 1976. Dans le Montana. Donc en fin de compte, l'étude, c'est vraiment de 60, donc c'est quand même très ancien. Ce serait bien qu'on ait des statistiques, comment est-ce que le phénomène a augmenté jusqu'aux années 80, est-ce qu'il y a eu une chute. Et par exemple, pour cet aspect-là, des os fracturés, est-ce que ça a été étudié de manière systématique, par exemple? Parce que si certains sont fracturés, ça veut dire qu'ils ont été jetés. Si certains n'ont pas les os fracturés, ça veut dire qu'il y a eu une autre procédure. Alors il y en a qui se trouvent sur les arbres aussi. Est-ce qu'il y a des études vraiment méthodiques là-dessus? Est-ce qu'il y a des articles complets qui regroupent des observations sur plusieurs années ou sur plusieurs états? Parce que je pense que c'est important d'avoir une vision globale. Il y a Jean Sylvia qui avait fait des études statistiques, mais ça c'était sur les organes. Oui, vous parlez des Français. Est-ce qu'il a voyagé aux États-Unis? Non, il nous parlait des chercheurs américains. Le livre de Granger, il est auteur français, il a voyagé aux États-Unis, il a eu des contacts, directs. D'ailleurs, sur son site, il explique les déboires qu'il a eu avec les Américains, qui ne répondaient pas forcément à ses demandes, ou les difficultés qu'il a eues avec son éditeur, ses éditeurs, parce qu'il a proposé à différentes maisons. Mais en tout cas, en études statistiques, il y a ça, il y a Gabriel Valdés, qui a fait ça, Linda Moulton Howe, je ne sais pas si elle faisait des statistiques. Mais il y a des particuliers, si je comprends bien, le gouvernement n'a jamais fait d'études. Les études officielles du gouvernement, c'était pour dire que c'était des prédateurs naturels. D'accord. Si on se reconnaît il y a un dossier du FBI. Il y a 140 pages du FBI. J'ai une anecdote pour rigoler un instant. J'avais appris l'existence de ce dossier, je l'avais demandé. Pendant 2 ans, je ne l'ai pas obtenu. Et au FBI. Et puis j'ai été invité à Montréal pour le groupe SOS OVNI Montréal. Et l'organisateur, dont le nom m'échappe, a dit qu'il avait reçu ces pages du FBI. Alors j'étais un peu irrité et en séance publique, après j'ai dit oui, mais moi j'ai demandé ces pages il y a 2 ans, je ne les ai pas encore obtenues. 15 jours après, je les ai reçues. 15 jours après, je les ai reçues et gratis en plus. Alors que normalement c'était 10 cents la page. Voilà. Donc il y a des choses bizarres qui se passent. D'ailleurs, j'ai quelques pages du dossier FBI. Si ça vous amuse, je pourrais faire mon... Oui, on pourra regarder ça. Ça me rappelle qu'il y a eu récemment des dossiers déclassifiés sur ce sujet. Suite à la loi FOIA aux États-Unis, ils ont divulgué quelques anciennes archives. C'est quoi? C'est CIA, DIA? FOIA, c'est la loi qui... Oui, mais ils ont déclassifié par qui, en fait? Par quelle agence? La CIA, ça ne peut pas être la CIA. CIA. Ça ne peut pas. C'est pas l'extérieur.
Ça peut être que le FBI. Le FBI a un dossier, il n'est pas énorme, mais 140 pages. Je l'ai donc obtenu après l'avoir demandé publiquement à Montréal. Pourquoi? J'ai bien rigolé. La CIA, c'est uniquement les affaires Voilà extérieures. la page FBI. Voilà. La page d'introduction. Et voilà quelques feuilles. Ça, c'est une particularité du FBI, c'est qu'ils envoient leur dossier agrafe. Relié. Attendez. Allez, puisqu'on en parle. Voilà. Les 140 pages du FBI, je les montre. Je ne sais pas tout à fait. Mais ce qui m'avait amusé, c'est que le gars de Montréal avait dit oui, je les ai vus, les 140 pages, ça prouve rien, il n'y a pas d'histoire d'extraterrestre. Et moi, je les ai reçus. Eh bien si, en fait, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a encore des correcteurs. Il y a des choses. En réalité, il avait complètement balayé sous le tapis. Bon, ça date de 74. Voilà, par exemple, un article qui était dans le dossier du FBI. Mutilated livestock, helicopters and UFOs, source of wonder. C'est-à-dire, des bétails mutilés, des hélicoptères et des ovnis qui sont une source d'interrogation. Voilà. Donc c'est pas négatif, hein, c'est pas exactement négatif. Ce que j'avais vu dans ce dossier, parce que je l'avais consulté sur le net, c'est qu'en fin de compte, ils récoltaient des articles de presse de l'époque. Oui, mais il y avait aussi d'autres morceaux. Il y avait notamment le rapport de Rommel, du agent du FBI, Opéra, et puis il y avait d'autres dossiers intéressants. Non, tu peux me rendre le micro, s'il te plaît? Merci. Ces pages-là existent, je vous le Un ange passe. On voit par exemple ici, on a la confirmation, dont on avait parlé un petit peu là, du sénateur Haskell, qui parle de 130 cas remportés au Colorado. Voilà. Et encore, c'était que le début, c'était sur une période courte. Période de combien? 2 mois? 2 ans? C'est jamais remonté au Congrès. Je traduis, il fait référence à ces faits qui se sont déroulés sur les 2 dernières années, dans 9 États. Ce qui est intéressant à Et souligner, là, les 130 cas, c'est juste au Colorado. ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que le FBI a un dossier, ils ont enquêté, ils ont eu des rapports d'agents en poste, etc. C'est pas du tout compatible avec l'idée que ce sont des opérations militaires secrètes. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. D'accord? Bon, en tout cas, les autorités étaient très gênées à l'époque de parler de ce genre de phénomène. Exact. Donc, Nous avons une question. ils faisaient tout pour basculer sur d'autres sujets, pour essayer de trouver des justifications naturelles et autres. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des mutilations animales, humaines, je veux dire? Humaines? Oui. Pas qu'il y a un humaines. cas. Donc j'ai vu 2 photos. Effectivement, il y a un cas au Brésil, on a des mutilations très étranges. On voit que c'est pas naturel, mais après, quand on veut l'analyser, c'est difficile de tirer des conclusions parce qu'il y en a qui disent qu'effectivement, ça n'a rien de naturel et officiellement, ils ont conclu encore des prédateurs. Moi, c'est des cas qui sont rares. Bon, je n'ai pas montré les photos parce qu'elles sont choquantes. Il y avait eu un cas de femme où on voit des mutilations qui ne sont pas tout à fait naturelles, mais après on n'a pas beaucoup d'informations dessus. C'est difficile de trancher. Je crois qu'il y en avait eu de base militaire, ou c'est cette Evan Fagel, John Ménard qu'on avait parlé. Oui, il y avait une vache qui avait été retrouvée à immédiate proximité d'une base militaire. Oui, dans le Colorado, la grande base du Colorado, ils ont trouvé un matin des carcasses d'animaux à l'entrée de leur base. Ah oui. Ça, c'est une provocation. Ben oui, évidemment, c'est une provocation. C'est pas des militaires qui font des blagues à d'autres militaires, ça. Hein? Bon, après, il y a eu des hypothèses mixtes aussi, disant que c'était à la fois exogène et humain. Michael Sala.
Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de Daniel Robin, qui a écrit un livre sur les mutilations animales il y a 3 ans, à peu près, 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez de sa thèse? Peut-être résumé en 2 mots. Hein. Pour lui, ce serait effectivement une partie du complexe militaro-industriel qui aurait effectivement une technologie avancée et qui utiliserait justement cette technologie pour enlever des bêtes, prélever effectivement des extraits pour les analyser, et donc justement pour essayer de mesurer l'évolution de la pollution terrienne et notamment du bétail. Et puis ensuite étale partout, n'est-ce pas, les cadavres, voilà, c'est pas logique. Malin, ça. On est d'accord, c'est pas logique. Voilà. Mais qu'en pensez-vous du coup? Oui, elle est intéressante cette thèse, c'est celle de l'humanité du dehors, qui dit qu'enfin quand une élite a pu acquérir des technologies qui sont anachroniques, qui sont au-delà de tout ce qu'on connaît, donc ça répondrait un peu aux hélicoptères militaires furtifs, aux mutilations, à la rapidité des faits. Oui, c'est la dernière étape avant l'hypothèse extraterrestre. Elle mérite d'être rationnelle. Il faudrait qu'ils agissent très vite quand même et qu'ils trouvent des moyens pour faire ça furtivement. Non. Donc il faudrait que, si c'est le cas, il faudrait qu'il y ait un cumul de technologies non explicables. Je voudrais souligner cet aspect de monstration, comme disent les philosophes. C'est un phénomène qu'on va appeler les monstrations, comme disent les philosophes contemporains. C'est montré délibérément, c'est pas fait confidentiellement. Et les bêtes, les carcasses sont délibérément montrées partout. Je reviens sur le cas extraordinaire du ranch de Nice, là, dans l'Utah. En moins d'une demi-heure, ils se sont trouvés une bête complètement mutilée. Mais c'est une monstration, ça. C'est exprès. Regardez ce qu'on sait faire. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas une goutte de sang au sol, rien du tout. Et ils ont eu la trouille quand ils ont vu ça. Après, on peut se demander s'ils voulaient vraiment se débarrasser des cadavres, comment est-ce qu'ils auraient fait? Soit les mettre dans un incinérateur, C'était pas difficile. les enterrer. Ils avaient qu'à les jeter en mer, quelque part. Après, il y avait le risque qu'on retrouve tous ces cadavres à un moment où... parce qu'il faut réussir à s'en débarrasser complètement. J'imagine que des extraterrestres auraient fait sans problème avec des lasers ou je ne sais quoi. J'imagine que s'ils traversent la galaxie, ils auraient trouvé un moyen de faire disparaître la matière. Est-ce qu'on a eu des cas de mutilation animale alors qu'ils s'étaient situés dans des étables ou dans des enclos couverts? C'est l'inverse qui s'est... Là, pour les étapes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a d'autres où l'inverse s'est produit, on les a retrouvés dans un enclos. Oui. Ils ont été rejetés dans des enclos. Parce que je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en France, en Europe, beaucoup d'animaux sont la nuit ou en hiver sont rentrés. Est-ce qu'aux États-Unis, on retrouve le même genre? C'est une bonne question, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est des pâtures beaucoup plus grandes. C'est les animaux peuvent se déplacer sur des grandes distances. Est-ce qu'ils rentrent le soir dans les étables? Ça, je ne peux pas le vérifier. Sur les découpes, alors est-ce que vous pouvez développer un petit peu donc, ces fameuses découpes laser? Est-ce que vous pouvez parler un peu des mâchoires, des différents organes? Quelles sont les analyses qui ont été faites, les synthèses médicales? Déjà souvent les mêmes, organes sexuels, reproducteurs, les yeux, la langue, les oreilles. On dit que c'est très net, parce que parfois ça épouse la structure de l'organe. Il y a des traces de cautérisation, parfois. Et puis, est-ce qu'elles sont explicables ou elles sont en question, ces cautérisations? Même de nos jours, il faut faire de la chirurgie très fine. J'imagine, oui, c'est possible si c'est pas expliqué. Et il faut qu'ils trouvent un moyen de guider extrêmement bien leurs gestes chirurgicaux, oui. Donc en 30 minutes, ce serait difficile. Mais après, pour la durée, en 1 heure, je ne sens pas trop la faire, quoi. Enfin, avec des moyens officiels. Dans le film de Linda Ho, il a fait l'expérience avec un chirurgien. Ça a été filmé dans le film An Alien Harvest. Il y a le DVD, je le mets. On voit très très bien, c'est très bien montré que le chirurgien est incapable de faire aussi bien que les mutilations de bétail constatées. Oui, c'est beaucoup moins fin ce qu'il est capable de faire avec un laser.
puis, cet effet qu'il n'y a pas de sang, apparemment, le fait qu'il n'y ait plus de sang facilite quand même l'opération. J'ai bien compris. Oui, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un moyen d'extraction très rapide du sang dans le corps entier. Oui. Et que ça ne laisse pas d'éclaboussures ou de traces sur les côtés. Oui. Alors, il existe un moyen, en fait, de faire des coupures très fines. C'est pas l'acier, c'est le silex et l'oxygène. D'ailleurs, ça a été développé, ça a été quelqu'un qui s'est lancé là-dedans, qui peut-être, en observant les Indiens américains, un Américain qui a réussi à finir à développer, et quand je dis développer, c'est vraiment d'un point de vue industriel, à vendre des scalpels en silex. Alors, c'est très fragile, mais ça coupe beaucoup mieux que l'acier. Et on arrive à faire des coupures très très fines qu'on ne peut pas faire avec le métal. Y compris entre les cellules. C'est comme ça que les premiers hommes ont réussi à développer notre grande civilisation. Oui. Ça ne cautérise pas. Donc c'est une nouvelle hypothèse. C'est une nouvelle hypothèse qui est en cours d'examen. C'est moi qui ai eu cette idée. Ah, ça c'est la question piège, ça. Attention, hein. C'est perfide, ça. Oui, J'avais une petite remarque à propos du sang. On ne trouve pas de sang au sol parce que s'ils emmènent les animaux ailleurs, ils les opèrent dans leur vaisseau spatial. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas de sang. Oui, ce qui doit dire qu'effectivement, les opérations ne sont pas menées au sol. Les animaux sont extraits, ils sont faits ailleurs, dans le présumé hélicoptère. Il faut arrêter les conneries. On est sûr de ça. Non, c'est juste une hypothèse. Mais s'il n'y a pas de sang autour, s'il n'y a pas de traces, ça voudrait dire que l'animal est amené d'une manière ou d'une autre dans l'aéronef, que c'est peut-être fait sur place dans l'aéronef, ou que s'ils sont emmenés ailleurs et puis après ils sont ramenés sur les lieux. Quoi. Ben, en fait, on a déjà des traces avec les carcasses en fait, qui sont jetées en l'air, on les pas pesées. Déjà, c'est un élément. Et puis ensuite, il y a effectivement le fait que Julie Dorati, effectivement, a témoigné avoir vu cette mutilation à bord d'un engin. Il y a un cas très intéressant qui était dans, je ne sais plus si dans le MUFON Journal ou la Flying Saucer Review, ou l'un des grands bulletins américains ou anglais. C'est tout un groupe de forestiers qui étaient sur la côte ouest, la région de l'État du Washington, et ils ont vu un ovni tracté et embarqué un élan, une grosse bête. Et c'est assez marrant comme histoire parce que l'OVNI était assez petit et il semble avoir un peu de mal à tracter la bête. Je vous signale. Les yeux plus gros que le ventre. Il n'avait pas mis un tigre dans son moteur. Je voudrais aussi donner un exemple. Jean, tu le connais, parce que c'est dans Hardy Six Killer Clark. Tu connais cet exemple? Oui. Tu vas peut-être aide-moi si j'oublie un truc. En fait, Hardy Six Killer Clark est une universitaire américaine d'origine amérindienne qui a récolté des témoignages d'Amérindiens, justement, qui ont rencontré des ovnis, qui ont fait la rencontre du troisième type. Et il y a un cas de mutilation animale autour d'un bison, justement. Bon, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on en parle très peu. Et là, on est vraiment quelque chose de très couleur locale, justement, le bison qui est vraiment sur les terres amérindiennes. En fait, ouais, si je peux... oui, en fait, c'est un livre que j'ai traduit, publié depuis un an, en décembre 2016. Publié. Effectivement, il y a... Bon, ce sont des témoignages recueillis dans les réserves amérindiennes, les réserves aux États-Unis, au Canada et en Alaska. C'est une professeure d'université qui est tombée sur ce sujet par hasard, comme on dit. Enfin, c'est pas le sujet des mutilations, c'est le sujet des rencontres avec des visiteurs de l'espace dans les communautés amérindiennes. Mais effectivement, il y a un épisode comme cela. C'est un groupe de jeunes qui font une excursion, une sorte un week-end de randonnée en pleine nature. Et à un moment donné, ils se trouvent sur une crête. Et il voit un objet, il voit un ovni passer, je crois que c'est en fin de journée, c'est vers la soirée, il le voit passer, et il s'approche, et puis l'objet volant dépasse une crête, donc il s'approche, ils arrivent à monter cette crête, il voit l'objet qui est en contrebas, et à un moment donné, l'objet, il observe, puis il s'en va, au bout de quelques minutes,
Mais à leur grande surprise, eh bien, au moment où l'objet s'en va, il lâche un objet, il lâche un chargement. Ce chargement est une femelle bison, justement. Ils vont le savoir après en s'approchant. Le soir, donc, finalement, ils s'en vont. Ils reviennent le lendemain matin pour observer. Effectivement, je crois qu'elle a des os fracturés, mais elle est morte. Enfin, il y a quelques indices de mutilation. Voilà. Ils ont été très choqués. Ils sont repartis. Dans ce livre, dans ce témoignage. J'aurais une question sur financière. Quel est l'intérêt des éleveurs vis-à-vis de ces mutilations? Est-ce qu'ils sont indemnisés? Est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce que l'État les indemnise ou pas? Parce qu'en France, on sait que dans les Alpes, si les loups attaquent un troupeau, comme disait mon collègue, mon camarade là, il y a une indemnisation. Si c'est les chiens errants, il n'y a pas d'indemnisation. Si vous êtes volé, si on vous vole votre troupeau, pareil, vous n'allez pas être indemnisé de la même façon, ou peut-être pas du tout. Comment ça se passe aux États-Unis? Qu'est-ce pourrait être l'intérêt des éleveurs pour faire ces déclarations ou ne pas les faire? Parce que peut-être qu'il y a beaucoup plus de mutilations que ces 20 000 cas connus, déclarés. Oui, il y a eu quelques tentatives de fraude à l'assurance. Je peux pas rentrer dans les détails techniques pour savoir quel type de blessure peut donner telle indemnisation, mais effectivement, il y a eu cette hypothèse qui a été vue dans quelques cas disséminée. Après, il y a des éleveurs qui n'ont pas parlé des mutilations animales. Ils l'ont dit plus tard parce qu'ils ne voulaient pas avoir de mauvaise publicité, ils ne voulaient pas qu'il y ait des curieux qui viennent, comme ça s'est fait sur le cas de Snippy. Ils ne voulaient pas que les autorités viennent faire des histoires. Et il y a même des éleveurs qui l'ont dit qu'après un certain temps qu'il y a eu encore plusieurs dizaines de mutilations sur leur ranch, et c'est après qu'ils ont décidé d'en parler. On ne peut pas imaginer des fraudes sur des dizaines de milliers de cas de mutilation animale ou combien depuis. Il faut vraiment être motivé pour. Il y aurait eu des plaintes des compagnies d'assurance, il y aurait eu des plaintes des compagnies d'assurance, il y aurait eu beaucoup d'articles dans les journaux, au moins suggérant cette hypothèse. Au-delà de quelques cas, parce qu'il y a toujours des fraudeurs, évidemment. Et puis on remarquera que quand il y a des mutilations, ça ne se fait pas par coup de 50 ou de 100 dans les grands élevages. C'est quelques bêtes choisies au hasard, à part l'Europe. Enfin, je ne sais pas si on choisit du hasard, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont choisies sporadiquement. À part cet éleveur qui disait qu'il a eu jusqu'à 30 reprises des bêtes mutilées, c'est pas 500 bêtes qui étaient tuées en même temps dans la même zone. Ça, si vous me suivez. Bon, moi je crois, ce qu'on peut dire, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des questions qui sont sans réponse. Hein. On n'a pas les réponses. Quelqu'un, je ne sais plus si c'est qui l'a dit, que c'est bizarre, quelqu'un a dit, c'est bizarre que ça démarre en 1967 alors que les ovnis apparaissent massivement en 1947. La réponse est, on n'a pas de réponse, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Je le confirme, c'est toujours considéré comme non élucidé. C'est non élucidé. Il y avait un article là cet article du Dernier Courrier, il a été fait en décembre 2017 concernant le cas de Snippy. Ce qu'il raconte, c'est que 50 ans après, l'affaire de Snippy reste un mystère. Voilà. Il n'y a aucune explication. Il y a peut-être des pistes de réflexion, c'est peut-être qu'on a. Peut-être que ces extraterrestres, appelons-les ainsi, ont voulu étudier à un moment donné des risques de maladies génétiques et de choses comme ça. Alors, il faut quand même lancer de temps en temps un caillou dans la mare. Est-ce que les mutilations, ça pourrait pas être lié à des prélèvements d'animaux ou de viande qui seraient vieux comme l'humanité? C'est-à-dire que je reviens un peu à Jacques Vallée, il parlait, je crois me souvenir, là je parle de mémoire, hein, parce que il y a longtemps que j'ai pas lu ses livres, il parlait justement des fées et des elfes, ces genres les fées, qui prélevaient du bétail, et donc peut-être que ça a toujours existé, et les mutilations, ça serait une modification de ce phénomène. Peut-être. Bon. C'est une autre piste de réflexion. Bon, alors à moi. Bon, alors ça c'est une hypothèse plus grave hein, que j'évoque.
On parle des bases extraterrestres. On parlait d'ici pour parler d'ufologie, mutilation minale, on est supposé le lier au phénomène extraterrestre, avec des hypothèses autres, comme les militaires ou comme des prédations animales. La question des bases extraterrestres est courante dans l'ufologie. Cette question, elle est évoquée depuis quelques dizaines d'années. On ne sait pas s'il y a des bases extraterrestres, s'il y en a beaucoup, mais c'est une question qui est posée. Est-ce qu'il y a des bases extraterrestres, par exemple aux États-Unis? J'avais parlé de Dulce tout à l'heure. Y a-t-il d'autres bases? Alors, Porto Rico. En Porto Rico. On n'a que pour poser des questions. Donc on peut imaginer que les extraterrestres soit sont végétariens, ou alors ils se nourrissent d'air ou d'ozone. On peut imaginer aussi qu'ils sont tout à fait carnivores, comme nous. Et on peut imaginer des colonies d'extraterrestres qui sont peut-être pas très nombreux, mais alors très gourmands. Qu'il leur faut, etc. C'est une question. Morata. Moi, je dirais, juste pour compléter un instant, il y a une hypothèse qui, moi, m'intéresse, c'est l'idée qu'il y a des opérations qui sont programmées à certaines époques, qui sont des monstrations, qui sont des apprentissages, qui sont des messages du style sachez que nous sommes là, regardez ce que nous faisons et réfléchissez. Voilà, c'est un petit peu ça, si on veut, l'idée qui, à mon avis, parcourt un peu tout ça. Jusqu'à la menace fantôme. Peut-être. C'est un peu macabre quand même, cher Gilda. Ce soir, le sujet, c'est pas un sujet rigolo ce soir. Je suis d'accord. C'est un sujet assez dur. C'est de l'humour noir ou de l'humour vert? Les enlèvements, ça commence à une date précise. C'est pas un sujet pour commentage. L'idée de sachez que nous sommes là, c'est un peu l'hypothèse cristal-cheval. Dans les marionnettistes, il reprend un peu les mêmes thèmes. Maintenant, bon, ça c'était il y a, je crois, quelques années, 7 ou 8 ans. Bon, sur ces hypothèses, bon, il n'y a pas eu vraiment de suite. Voilà, c'est simplement des hypothèses. Maintenant, il y a peut-être d'autres hypothèses plus concrètes. On parlait de bases. Bon, c'est vrai que c'est Fleischländer qui a établi une carte des bases. Fleischländer, oui. Il a établi une carte des bases. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on peut croire là-dedans? C'est assez difficile, effectivement, mais il y a quand même eu des éléments, il y a des éléments concrets. Thierry, tu as une question? Si, juste une remarque. Il n'a pas été fait question d'un point qui, quand même. J'y pense maintenant parce que j'avais lu plein de choses sur le sujet. C'est quand même un point qui complexifie le problème des mutilations, c'est que on a souvent confondu au niveau des traces, des découpes sur les cadavres, un problème qui est lié à la putréfaction des corps, c'est qu'un corps découpé, quand il se décompose, les chairs se tendent, la peau se déforme. Et souvent, dans certains cas, c'était confondu avec l'histoire du bistouri, cette affaire-là. C'est-à-dire que la découpe devient très très fine à cause de la peau qui se déforme. Je ne dis pas que c'est l'explication dans tous les cas. Il faut la prendre en compte aussi dans un certain nombre de cas. Non. Je remonte encore cette photo. C'est les vétérinaires qui peuvent... Alors voilà, pour la caméra. Voilà une photo de mutilation célèbre, c'est de l'Idaho, Helen Carney. Alors là, c'est pas une histoire de décomposition de cadavre, ça. C'est de la découpe, mais alors vachement bien faite. Impeccable. Ça, cette photo-là, il me parle beaucoup. Elle me parle beaucoup, cette photo. C'est vraiment de la découpe. Très très fine. Je sais d'où vient cette photo, je l'ai achetée à la photographe, Helen Carney. On l'a peut-être pas dit, mais c'est que ces événements sont, donc à supposer que ce verra lieu au phénomène ovni, sont passés dans les RR6, c'est-à-dire rencontre rapprochée de type 6, selon une extension du classement de l'astronome Allen Hynek, donc des cas d'agression par des intelligences inconnues. Il y en a peu. À part celui-ci qui est très particulier, des mutilations animales,
Il y en a peu qui sont rapportés, à part quand même des gens qui ont été blessés à l'approche d'objets inconnus, comme le cas Ashland Room aux États-Unis en 1980. C'est 3 personnes qui sont approchées, d'après leur déclaration, d'un objet en forme de diamant qui a atterri sur une route. Une des personnes est sortie de la voiture alors que tous les autres ressentaient déjà une forme de chaleur, et après elle a été diagnostiquée avec des symptômes d'irradiation. On a le cas de Steven Michalak en 1967, près d'un lac, qui s'est approché d'un objet discoïdal qui était posé au sol, et après donc, il a souffert d'irradiation. Oui. On ne peut pas dire si c'est intentionnel ou pas. Mais ce genre d'attitude... C'était peut-être accidentel. Oui, c'était peut-être accidentel. Il est aussi possible que ce soit des drones, que ce soit un appareil militaire, l'objet en forme de diamant dans le cas de Ashland Drone, bien qu'il déclarait qu'ils étaient suivis par une vingtaine d'hélicoptères, et qu'une forme en diamant, c'est pas aérodynamique, et que s'il n'y a pas d'hélice, même de nos jours, on peut théoriquement pas les faire voler. Voilà un peu. Il y avait Joël Ménard qui a fait des études sur les personnes qui avaient été blessées ou indisposées à l'approche d'OVNI. On avait dressé un catalogue quand même. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de phénomène ouvertement hostile déclaré. Ouais, je crois qu'on peut quand même dire cela. C'est pas le Mars Attack quand même. Ah oui, heureusement, parce que sinon on a des problèmes. Dans Mars, si vous connaissez le film Mars Attack, il y a une scène extraordinaire. Il y a une scène extraordinaire au début, ça c'est du Tim Burton tout craché, où on voit tout d'un coup on entend un bruit de chevaux qui galopent, et on voit toute une troupe de chevaux galopant sur la route, ils sont enflammés, ils sont en feu. Ça vous rappelez pas de ça? C'est pas dans Mars Attack. C'est pas dans Mars Attack? C'est la guerre des mondes. Ah si, c'est dans Mars Attack. C'est au début du film Mars Attack. C'est tout à fait au début. Mais c'est très bref. Vous vous rappelez de ça? Donc, c'est une idée qui est dans notre subconscient, c'est les Martiens attaquent. Et simplement, je rappelle ça dans votre sens. On n'est pas dans ce scénario-là. Hein. On n'est pas dans ce scénario de la guerre des mondes. Hein. Mais c'est quand même un phénomène, toutes ces mutilations, qui est problématique, qui est lourd quand même, hein, qui fait un peu peur quand même. Oui, je comprends. Surtout à l'époque, ça n'avait pas ravi les fermes. Est-ce qu'il y a eu des hypothèses, soit par Lindau, soit par quelques chercheurs, que ce soit sur, par exemple, les ablations des globes oculaires, parce que ça a été une réflexion là-dessus, ou sur d'autres organes? Tous les organes sont riches génétiquement. Ce sont des cellules qui sont assez riches génétiquement. Les yeux? Les yeux, tout ce qui est autour de la mâchoire, les organes génitaux, également l'anus, tout ça. Toutes ces parties-là sont des parties, les joues des vaches, etc. Ce sont en fait les muqueuses chez les animaux. Oui. La joue, tout ça sont des muqueuses, effectivement. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'ai lu, moi, de mémoire, c'est que elles ont un point commun, tous ces prélèvements, c'est qu'ils sont riches d'un point de vue génétique. Et le sang qui a été aspiré, et le sang, c'est pareil, hein. C'est très riche en génétique. Alors, est-ce qu'on peut faire des hypothèses là-dessus? Est-ce qu'on peut imaginer sur les organes, il y en a qui ont fait remarquer quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 têtes qui ont été moyennes, qui ont été prélevées, ça représente une masse de sang incroyable. Oui. Parce que les vaches, comme je disais, ça fait plusieurs centaines de kilos, elles ont un sacré... Ça fait beaucoup de sang. Ah oui. J'ai plus les chiffres en tête, mais quand on cumule tout, on se demande ce qu'on peut faire avec une telle masse. Eh bien, on peut faire peut-être toute une... comment dirais-je? Quelque part dans l'espace. Quelque part. Il y a des aliens qui exploitent ce matériau. C'est de la matière première pour faire plein de choses. Du boudin. Non, on fait du sang de bœuf pour enrichir le jardin. Mais non. Ah, mais on a une idée là. Oui, justement, vous évoquiez ça, je ne sais pas si dans l'état actuel de nos connaissances,
scientifique, alors à l'époque de l'ADN. Je ne sais pas, est-ce que justement ces organes que vous dites, tous les organes en fait, souvent qui sont souvent mutilés, donc essentiellement les organes des 5 sens, plus ce qui est les organes sexuels en reproduction. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait qu'on saigne nous maintenant, quand on arracherait ces organes à des animaux, est-ce que expérimentalement, dans des phénomènes comme le germène, la force vitale ou autre, ça peut entraîner un stoppage ou une régression de la qualité évolutionniste, des lois de l'évolutionnisme de l'espèce en question? Si on faisait un grand nombre d'animaux auxquels on aurait, avec souffrance, par exemple, mutilé des animaux à ces organes-là, ça entraîne sur la loi de réapparition de ces organes. Non, attendez, c'est pas suffisant. Il y a des millions de têtes de bétail par le monde, des millions et des millions, il y a des dizaines, des centaines de millions. Alors, ça, tu ne peux pas faire évoluer le bétail en faisant des mutilations comme ça. Cette méthode ne marcherait pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je t'assure, ça ne peut pas marcher comme ça. De toute façon, ils sont morts, donc ils ne peuvent plus se reproduire après, une fois qu'ils sont mutilés. Notamment. Voilà. Oui, mais enfin, plus largement, la question là renvoie quand même indirectement à des manipulations génétiques, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on sinon, il y a la statistique aussi, parce qu'en fin de compte, si ça représente 10 000 têtes, il faut savoir que d'après les études, chaque année, l'humanité tue entre 60 et 140 milliards à peu près d'animaux par an. Donc il y en a qui ont fait remarquer que c'était, même si c'est assez inquiétant, c'est juste une minorité statistique. Oui. C'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète, c'est une petite quantité. En fait. Qu'est-ce qui a été dit d'autre? Il y en a qui pensaient pour les maladies à prions que si ces organes étaient prélevés, mais c'est parce que c'est là où se concentraient les prions. Les yeux, les organes sexuels. Mais ça vérifier. Il faudrait demander à un biologiste spécialisé. Ouais, il faudrait, pour savoir si la maladie se répand et pour savoir dans quelle région on peut acheter de la viande qui soit saine, peut-être. Si ça vient des humains, si l'origine de ces phénomènes est humaine, bien sûr. Si c'est extraterrestre, remarquez, ça peut être la même chose aussi. Et puis comme disait Jean, s'ils se fournissent en viande chez nous, en descendant avec leur soucoupe volante, peut-être que... Bon, c'est un peu ridicule, je sais. J'arrête. Ah oui, alors pour la thèse extraterrestre, il a été dit, oui, on s'est posé la question, parce que si c'est vraiment des extraterrestres qui font un coup, est-ce qu'ils n'auraient pas, s'ils ont les moyens de traverser l'espace, ils n'auraient pas le moyen de faire de la production artificielle, évidemment, du sang synthétique? Mais peut-être que c'est ce qu'ils font aussi. Oui. Ils partent de matériaux vrais, et ils les dupliquent, ils les reproduisent. Remarquez l'élevage des crevettes à l'heure actuelle, je vis qu'avec on n'est pas capable de reproduire le cycle complet des crevettes. Donc on capture des larves dans la mer, on les met dans des bassins, et c'est comme ça qu'on arrive à cultiver les crevettes. Parce qu'on serait incapable sinon d'élever les... C'est très économique, c'est gratuit en plus. En plus, c'est gratuit, oui, exactement. Et donc, il faut absolument prélever des zones de reproduction de ces crevettes, parce que si on détruit toutes les zones de reproduction, les élevages meurent aussi. Alors qu'évidemment, avec les autres animaux, comme les poulets et tout ça, on maîtrise le cycle complet, on n'a pas besoin. Mais là, pour les crustacés, les langoustes, par exemple, on est absolument incapable de les élever, les homards aussi. On est obligé de les pêcher. Mais les crevettes, on arrive quand même, si on capture des larves, ensuite à les élever. Voilà, nous sommes comme des crevettes. Voilà. C'est comme le sérum impossible des bonins, des reptiles, qui échappent à la science. La parole est libre. Je suis le président de la séance. La parole est à monsieur. Voilà. Je pense qu'après, c'est un problème de spéculation, d'hypothèse. Hein, comme tu disais tout à l'heure, on avait vu sur certains cas, il y avait dans une scoop où il y avait une induction, il y avait également un traitement à partir de mutilation. Bon, après, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont spéculé, qui ont par différentes sources, qui ont investigué là-dessus. Maintenant, ça dépasse un peu le cadre strict des mutilations animales. Hein, et savoir si c'est une hypothèse extraterrestre, s'ils font du matériel, après, effectivement, c'est d'autres domaines qui rejoignent peut-être ce domaine des abductions, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Mais bon, là, ça demande une vision plus large des choses, en fait.
Il y a peut-être beaucoup de planètes à peupler, n'est-ce pas? À développer. C'est vrai que là, on est dans la spéculation, mais pourquoi pas, après tout. D'autres idées sur la question? Une dernière fois? Oui. Allez, une dernière fois pour faire plaisir. Oui. Est-ce que sur tous les cas particuliers, est-ce que certains cas ont été rencontrés, de cas d'animaux d'une dimension, comme ça, une dimension normale, qu'on aurait trouvé plus ou moins utiles, ou même entiers, mais qui auraient été réduits, comme dans les pratiques coutumières anciennes, théoriques, comme nous retracent les ethnologues. Réduction de tête. Oui, de tête, je ne sais pas si l'article ou quoi. Je me souviens bien, je crois que c'est des réductions de tête, ils mettaient dans le globe avec du sable, enfin, ils avaient des techniques pour faire ça. Mais en tout cas, des réductions d'animaux, non, ma connaissance, je n'ai pas. À part les bisons, est-ce qu'il y a d'autres animaux sauvages que comestibles, comme des antilopes ou des buffles ou des choses comme ça? On a reçu en Afrique, on ne sait rien, je pense, sur les mutilations. Pas grand-chose. Mais en tout cas, là, ça touchait des chevaux, des vaches, et puis après, en Amérique du Sud, ça s'est étendu à des animaux de ferme. Que du bétail domestique? Oui, du bétail domestique. Après, il y a eu le cas du bison. Un cas de bison. Entre parenthèses, on a parlé des États-Unis, de l'Amérique du Sud, mais il y en a d'autres, dans d'autres régions. Il y a des cas en Grande-Bretagne, il y en a un certain nombre aussi. Alors, en France, il y en a très peu. Dans les pays scandinaves, il y en a quelques-uns. En fin de compte, j'ai vu dans la presse, c'est difficile de savoir parce qu'il y a des disparitions, par exemple dans la région de Limoges, j'ai vu des disparitions de bétail assez importantes, plusieurs dizaines. Alors, je me pose la question qu'il y a une disparition de plusieurs dizaines de têtes, comment ils font quoi? Ils amènent des. Enfin, si c'est. Il y a un cas avec 400 vaches qui ont disparu dans la nuit. Le cas officiel que j'ai vu, qui était relaté, documenté, c'était une trentaine de vaches ou une soixantaine. Il y a un cas de 400 vaches. Est-ce qu'il y a des cas en Asie? Parce qu'en Inde, il y a le plus grand, il y a beaucoup de bovins. Donc je me demande si c'est pas culturel aussi. Si le phénomène ne serait pas culturel. Et si on aurait d'autres explications. Puisqu'en Inde, il y a un cheptel de bovins qui est le plus grand du monde. Il se passe rien, donc après, voilà. Et sinon, par rapport à la déontologie, les extraterrestres auraient une déontologie pour ne pas s'attaquer à l'homme de la même manière que sur les bêtes, puisqu'on voit des cas d'enlèvement avec des choses, des expériences sur les hommes, mais voilà. Ils auraient une déontologie qui ferait qu'ils ne s'attaqueraient pas de la même façon aux humains qu'aux bêtes. Il y a quelques cas, mais ils sont très rares. On connaît quelques cas, on croit connaître quelques cas d'êtres humains mutilés. Les abductés, pas les abductés, non. Des êtres humains enlevés et mutilés. Il y a des cas en Amérique du Sud, très peu, mais très peu. Très peu. Heureusement. C'est un peu les cas de la vache de Grosses. Elle n'a pas la table. Est-ce qu'il y a des cas en Russie? En Russie, c'est une civilisation proche de la nôtre, au plan industriel et agricole. Et jamais entendu parler. Je n'ai pas sur ma connaissance. Russie, Pologne, Kazakhstan, tout ça. Alors justement, peut-être qu'on peut se poser la question, parce que comme ça a été justement souligné, effectivement, il n'y a pas de cas en Asie connu, pas en Russie. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui aurait maille à partir avec le territoire américain, et peut-être, comme ça a été dit en certains cas, pourquoi pas une espèce d'alliance entre une fraction du gouvernement américain et certains de ses êtres? Voilà, je me pose la question. Alors, c'est très conspirationnel. Ou la maladie de la vache folle, qui effectivement n'existe pas en Asie, parce que les vaches mangent de l'herbe ou du carton, mais j'aimerais répondre à monsieur, quand même. Là, vous faites allusion à une théorie typique conspirationniste qui a cours depuis maintenant, je ne sais pas, au moins 10 ou 15 ans au moins. Et moi, je suis
enfin, je recommande d'être très très prudent et très méfiant vis-à-vis de ces thèses conspirationnistes. Je vous posais la question. Non, parce que ça a commencé dans les années 80 avec cette histoire de la base de Dulce. Il y a un notaire américain, l'ancien pilote de la CIA, John Lear, qui a publié un dossier, L'horrible vérité, en 1989. Et il y a plusieurs auteurs comme ça qui ont lancé des... Corso, c'est plus tard. 89, là. Qui se sont mis à raconter des histoires effrayantes sur la fameuse base de Dulce, notamment. Mais il n'y a pas de preuve véritable de tout cela. On est dans la rumeur, on est dans la conspirationniste, là. C'est pour ça que je posais la question, je n'affirmais rien. Voilà, merci. D'où l'excellent article de... Et d'où mon article, qui certains ont jugé pas trop mauvais, c'était un peu pour combattre ces spéculations extraordinaires. Oui, puis il y a toute une série entre l'histoire de Phil Schneider, il expliquait sa main avec deux doigts coupés. Et il expliquait qu'il était tunnelier et qu'il avait rencontré dans des tunnels, tout d'un coup il était tombé face à face à des extraterrestres, voilà. Petit gris, si je me souviens bien, et qu'il y aurait un échange de tirs, qu'un militaire l'aurait sauvé. Et après, c'est parti dans des histoires, on va dire, rocambolesques. Ah oui. Parce qu'il disait qu'il y avait des tunnels qui reliaient toutes les bases américaines avec des transports de vitesse, rapides. Des bases. Il y a eu une carte qui a été publiée, qui est absolument extraordinaire, qui quadrille tout l'ouest des États-Unis. Alors c'est Elon Musk qui a du retard, parce qu'il a inventé l'hyperloop et ça existait déjà en souterrain. Il n'a pas de chance, il a loupé. Donc, si on reste sur les éléments factuels, il a sa cicatrice, il a une cicatrice et quelques doigts coupés. Et après, c'est que du déclaratif. On voit bien qu'il a son visage, on voit bien il était atteint d'un cancer important, on voit bien il n'a pas l'air de... ça se voit. Enfin, il est mort dans des circonstances... Oui, mais avant il avait un cancer et ça se voit aussi. Non mais, alors, c'est toujours pareil parce qu'il y a... Ça n'a peut-être pas de rapport, mais enfin, c'est... Il y a des choses, il y a des éléments qui méritent d'être étudiés, qui donnent à réfléchir. Ça, c'est une chose. Mais il y a ensuite des théories qui apparaissent, des spéculations qui deviennent absolument gigantesques. Et c'est là que je dis attention, méfiez-vous. N'avalez pas tout ce qui... Parce que sur Internet, c'est vraiment open bar, hein, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Alors, il est certain qu'il y a beaucoup plus de tunnels et de bases souterraines aux États-Unis comme en France que connues, parce que justement, par principe, il faut qu'elles soient secrètes. En cas d'une guerre nucléaire, il faut pouvoir que nos élites se sauvent, que toute l'armée, tout ça, puisse s'enterrer pour lutter contre la radioactivité. Donc forcément, il y a beaucoup plus de tunnels. Mais ça prouve effectivement pas grand-chose en termes de bases extraterrestres. Accessoirement, il y en a en Chine aussi. Il y a des étudiants américains qui ont épluché tous les documents chinois officiels qui parlaient de construction, souterraine. Et en fin de compte, ils se sont aperçus que très tôt dans l'histoire, dans les années 50-60, les Chinois craignaient une invasion russe. Donc ils avaient construit plein de tunnels sous Pékin, les grandes villes, pour faire ça. Donc effectivement, des tunnels de n'avoir partout, c'est pas forcément que... on en trouve encore des tunnels. Alors pour ajouter justement sur toutes ces constructions souterraines, il faut savoir que bien sûr, il y a beaucoup de bases souterraines américaines qui ont été construites pendant la guerre froide, ça c'est indéniable. Et il y a un auteur américain qui s'appelle Richard Sauder, qui n'est pas traduit du tout en France, qui a écrit 3 livres sur le sujet des bases souterraines et même sous-marines pour le dernier. Son premier ouvrage, qui est extrêmement intéressant, est à base de documents officiels où il dénombre une 50aine de bases américaines. Il a obtenu les plans de manière légale, c'est un architecte. Il a pu avoir les plans. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose de très officiel. Oui, c'est très et il y en a certainement beaucoup plus. C'est vrai tout ça. Mais ils ne mutilent pas les animaux dans les bases? Non, bon, pas que je sache. Même le plateau d'Aplon en France, il y a les journalistes qui font il y a eu des mutilations, cette région-là. Un reportage dessus, et il y a des kilomètres de circuit. Oui, bien sûr. Alors, sur la plateau d'Albion, on l'arrêtera. Il y a eu des observations d'OVNI en grand nombre, au moins au début de la base d'Albion. Et je connais un journaliste à la Guadalpi de France
enfin de la radio de la télé nationale du Sud-Est, qui a pris sa retraite. Il a fait un DVD, il m'avait invité, j'avais participé à ce DVD un petit peu, avec d'autres comme Thibaut Canuti, etc. Et j'ai eu l'occasion, je l'ai rencontré, il a raconté, et il a confirmé publiquement qu'il avait rencontré un officier du plateau d'Albion, la base des fusées donc française, qui lui avait dit qu'il y avait tellement d'observations d'OVNI au début de cette base que c'était le principal sujet de conversation au mess des officiers et que ceux qui ne voulaient pas en entendre parler étaient obligés d'aller à une table à part. Ça, c'est Alain Guadalpi, journaliste de FR3 Sud-Est, qui me l'a raconté et qui l'a en grande partie confirmé publiquement à un repas de OVNI Paris, d'ailleurs, le repas ufologique parisien, quand il est venu, il y a quelques années. Peut-être que certains s'en souviennent. J'étais pas là. Ben, moi, j'y étais. C'est moi-même qui l'ai provoqué, je l'ai poussé à parler parce qu'il était quand même... il n'osait pas trop en parler, quand même. Et il y a eu toute une batterie d'articles dans un journal du Sud-Est. J'en ai 6 articles, donc de presse locale, disons, avec des soldats du contingent qui confirment qu'ils ont vu des ovnis au-dessus de cette base. Donc ça, on dérive un petit peu du sujet, mais c'est vraiment un autre aspect très important, à mon avis. Donc, sur cette question des rumeurs conspirationnistes, c'est terrible parce qu'au départ, il y a très souvent des choses vraies, mais il faut se méfier ensuite des gens qui enflent ça, qui en font des tonnes, par exemple. Merci Gildas. Est-ce que vous faire la séance ou on a encore des questions? Vous nous parlez des... Ouais, apparemment. Non? Ah oui, alors on me sollicite de parler là. C'est un événement important. Permettez? Oui. Alors, en effet, je ne pensais même pas en parler, mais il faut quand même au moins dire un mot ce soir en réunion d'ufologie sur les révélations qui ont été faites il y a 15 jours et qui ont circulé dans toute la presse. J'ai passé une bonne partie hier et aujourd'hui à regarder sur Internet. Moi aussi. Il y a une avalanche. Alors, la plupart sont en anglais, c'est en américain. Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est formidable. Vous savez de quoi je parle là? Oui, c'est Tom DeLonge. La révélation par le canal de Tom DeLonge et d'autres. C'est le New York Times. C'est surtout publié par le New York Times et le Washington Post simultanément. Il y a un autre média, j'ai oublié le nom. C'est l'observation qui a été révélée publiquement d'un ovni par des pilotes américains en base de San Diego, près de San Diego en 2004. Et il y a une vidéo qui a été enregistrée, qui circule partout. Donc c'est très important parce que c'est nouveau, ça faisait bientôt 50 ans que le Pentagone disait il n'y a rien. Et tout d'un coup, ah ben si, on étudie ça discrètement, il y a un petit service, et puis voilà, tiens, voilà un cas. Et d'après les gens qui connaissent le mieux, comme Leslie Keane, j'ai entendu tout cela encore tout à l'heure, ça va continuer. Il y a d'autres choses qui vont sortir. Trump a libéré les autres. J'ai pas voulu en parler parce que c'est en cours. Alors c'est sûr que c'est pas tout à fait le Pentagone qui le reconnaît en fait, mais c'est indirect. C'est indirect. C'est un service quand même un peu parallèle. Le porte-parole du Pentagone a confirmé. Oui, c'est autre chose. Attendez, oui. Le Pentagone n'a pas nié. Et il a dit c'est pas nous qui avons fait la révélation, c'est un peu un service un peu parallèle. Néanmoins, ils ont tout à fait confirmé la réalité de l'observation, qui dans le temps avait été considérée comme un fake et qui en fait est une véritable observation. Pareil, l'histoire ce qui est très intéressant, c'est les morceaux d'OVNI ou les morceaux qui ont été récupérés, qui sont donnés à Bigelow. Pareil, ça n'a pas du tout été dénié, et bien au contraire. Donc, effectivement, il va y avoir d'autres révélations qui vont continuer.
Il va y avoir des suites. Hein. Il va y avoir des suites, oui, oui. Il y a donc ce pilote sur Fox News, il y a le pilote. Oui, le pilote, il y a plein de choses. Donc en fait, il y a une libération de la parole, et d'un seul coup, tout le monde se met à parler. Bien sûr, en général, on ne fait que reprendre l'information. Ça part du New York Times, et ensuite, toutes les agences de presse, tout ça s'y mettent. Mais c'est vrai qu'il y a une libération de la parole, et moi je suis vraiment étonné et content, mais et assez étonné. Je me demande où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un coup de masse derrière je crois pas, je pense qu'on va... J'espère pas en tout cas. Sur Internet, c'est l'effervescence. Il y a plein de... Même les sceptiques sont bouche bée. Moi je pense que ça nous a calmé là. Et en tout cas, en France, ça n'a pas, dans la sphère médiatique, mais ça ne fait pas bouger en France, c'est... En France, on marche sur des œufs. Quand on va sur ces et en fait, il n'y aura pas de révélations qui sont faites suite à ça. Ça n'assure pas, les grands médias marchent sur des œufs. Est-ce que peut-être une super photo de ville, de l'engin, comme on voit dans les films de science-fiction, alors que là, on voit effectivement un objet normal sur le radar qui semble On a l'impression que dans le gouvernement américain, il y a deux options. Il y a le groupe principal ne veut rien dire, et qu'il y a des gens qui cherchent à lui forcer la main. Voilà. Et ça a l'air de marcher pour une fois. Voilà. Oui, ça c'est important. J'ai vu ça aussi. C'est ce que pensent des gens comme Leslie Keane et d'autres, George Knapp et d'autres. C'est pour ça qu'il peut y avoir un retour de flamme quand même. Attention. Il y a une lutte d'influence actuellement. Hein. Oui. Et en fait, il y a un groupe de gens qui veulent que ça sorte et qui ont réussi à manigancer un coup en quelque sorte. Voilà, exactement. Et oui, mais ils ont forcé la porte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un an, donc effectivement, l'initiative de Tom DeLonge, elle date maintenant de plus d'un an, elle a déjà été bloquée une première fois. Hein, donc l'équipe qui s'est constituée après est venue après. Hein, mais au départ, par la sécurité intérieure, ça a été bloqué il y a à peu près un an avec les personnes, que ce personne, etc. Donc on les a condamnés à se taire. Et là, c'est dû, parce qu'il y a eu la démission de la personne qui travaillait au Zolo, là, au ministère de la Défense, qui a démissionné, c'est juste à ça qu'il a fait cette révélation. Donc cette révélation est faite par des anciens, effectivement, du ministère de la Défense, mais ce n'est pas directement... mais il y a eu plusieurs, de toute façon, il y a eu beaucoup de tentatives de révélation et de publication, que ce soit à l'ONU, que ce soit au niveau des présidents des États-Unis, que ce soit au niveau du Congrès. Pour l'instant, tout a toujours échoué, tout a été bloqué à différents niveaux. Mais déjà, Tom DeLonge avait déjà pris contact, et Grant Cameron avait beaucoup travaillé là-dessus. Il y a beaucoup d'études là-dessus faites par lui. Parce qu'il connaissait également, il y a d'autres personnes de toute façon qui sont dans cette équipe. Je crois que Jacques Vallée est lié aussi à cela. Encore Jacques Vallée oui, enfin, et donc c'est, voilà, mais pour l'instant c'est un peu une alternative pour pas que ça soit complètement bloqué, qui a été faite. Faut pas, ne citez pas trop Jacques Vallée. Il a le pied sur le frein. Je signale. Oui, bien sûr. Il n'a pas le pied sur l'accélérateur, il a le pied sur le frein. Il a des bêtises. D'autres questions? Ou d'autres... on commence quand même à s'approcher de 11h, donc on va peut-être arrêter les frais. Je remercie tout le monde, je remercie bien sûr Franck. C'était un plaisir de venir au débat. Les gens qui sont pas venus ont bien eu tort, parce qu'on a eu un très bon débat. C'est vraiment le débat qu'on souhaite. Et là, vraiment, c'était bien. Peut-être parce qu'on n'est pas nombreux. C'est plus facile. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais dire que, comme vous le savez, le mois prochain, je crois que c'est le 6, mardi, nous recevons Elisabeth de Caligny qui va nous parler du fameux ranch Skinwalker, dont parlait, je pense que c'est Jean, ou non, c'est Gildas. Donc je pense que c'est une très bonne conférencière. Ça va être passionnant. J'avais fait une conférence. Ah, faut venir alors, Gildas. Sur le ranch Nix. Ouais. Je l'avais faite en Irlande. Et même
le scientifique d'origine irlandaise de l'équipe Nice avait appris ça, il n'était pas content. L'organisatrice irlandaise m'avait montré sa lettre où il protestait. C'est moi qui aurais dû faire la conférence. Bon, mais Elisabeth, vous n'avez pas une perte de misère? Non. Est-ce que je suis genre si méchant que ça, moi? Non. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon retour, une bonne fin de soirée.